Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 30 octobre 2022. Je suis DJ Patoff et je suis en compagnie de Foxman et Yogi. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur. Non, pas de coups de cœur cette semaine, non, on va en reparler plus tard. Et au cours de l'émission, James Gunn chez Marvel et chez DC. Jeff Goldblum enfin dans un musical et une entrevue avec Alban Fanny et Stéphanie Morin, réalisatrice et actrice du film La Muse. On va commencer tout de suite avec notre semaine et c'est moi qui m'y colle. Ben moi personnellement les gars, j'ai écouté le final de House of Dragon, chose que je sais que Simon n'a pas fait. Pour l'écouter cette semaine. Tu vas toutes les taper. Ouais, j'attendais que ça soit tout au complet pour l'écouter comme d'une traite. Parfait, et j'ai trouvé ça bien correct. L'as-tu écouté toi? Non, moi j'attends la version DVD. Ok, toi aussi t'attends DVD. DVD. Ben oui. Ou Blu-ray. Comme j'ai pas Crave, j'attends que ça soit disponible ailleurs qu'à Crave. Ah ok. Ok. J'ai écouté bien sûr la série Andor encore, qui était un bon épisode cette semaine. C'était pas Avec de beaux caméos. avec de beaux caméos effectivement, mais c'est pas, comme je le répète souvent, c'est pas, Pas ton Star Wars. c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais. Moi je trouve ça exceptionnel, là, Ouais. personnellement. Là. C'est très politique. Toi, tu l'as-tu aimé? Moi j'ai trippé, j'ai juste. Je trouve ça juste plate que c'est un épisode par semaine. J'en mangerais plus. Moi j'ai trouvé ça débile. Surtout avec les hommages à THX 1138 à certaines places dans l'épisode là, pour faire un hommage à George Lucas différemment que Star Wars. Mm-hmm. Ben, déjà de faire du Star Wars, c'est déjà Non, moi, mais lui, ils ont vraiment pris d'autres choses. de son univers. Ah, c'est ça. J'ai regardé le film. Prends une pause. Voyons, qu'est-ce que j'ai? J'ai un chat dans la gorge. J'ai regardé le film Nope, qui est un espèce de western science-fiction et d'horreur, dans le fond. Avec un peu d'histoire hollywoodienne. Oui, puis de blaxploitation d'une certaine manière, mais à la nouvelle sauce, à la sauce plus respectueuse d'aujourd'hui. Jordan Peele. J'ai bien aimé ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est un petit peu long à développer, mais c'est pas un film que tu vas avoir peur vraiment. Là. Je dirais que c'est un suspense plus qu'un film d'horreur. Là. Ouais, c'est un film de science-fiction, d'horreur. C'est ça. C'est pas un film d'horreur, c'est un film de science-fiction en partant. Mais, je veux savoir quelque chose. Ouais. C'est meilleur que Get Out. J'ai pas vu Get Out. T'as pas vu le chef-d'œuvre de Jordan Peele? Non, j'ai C'est pas un vu. chef-d'œuvre, Get Out, Il va là. falloir que je vois Get Out. Je te prêterai je l'écris tout de suite. le DVD que j'ai chez nous. Ok, mais c'est parce que c'était mon prochain film à regarder. J'ai commencé par Nope. T'as vu Us? Non, T'as pas vu Us, non? Non, c'est les deux. C'est le premier du film de Jordan Peele que tu vois? Ouais, c'est le premier film que je vois. Fait Ok. que, j'ai les trois j'avais les trois dans ma liste de films à voir, puis ça a donné que j'avais la possibilité de voir Nope. Ok. Fait que c'est ça là que j'ai vu. J'ai regardé le film Jola, qui est un film Netflix qui est assez intéressant. C'est un des films qui est le plus à la mode présentement sur Netflix. Il fait partie des films les plus écoutés. C'est un film espagnol qui raconte un petit peu l'histoire d'une petite fille qui, comme apparaît par magie en plein milieu de boulevard devant un couple qui décide de s'occuper d'elle. Puis il y a plein d'affaires bizarres qui se passent. C'est plein de rebondissements, il y a plein de changements comment je pourrais dire ça, tu te dis c'est telle affaire qui est dangereuse, parce que c'est un film de suspense d'horreur aussi. C'est l'Halloween qui s'en venait, fait que je me suis tapé ces films-là. Je le recommande sérieusement. C'est un rythme très différent de ce qui se passe au niveau américain, naturellement. C'est espagnol. Mais ça fait du bien des fois de voir d'autres choses que 40 morts dans les 3 premières minutes. Là, t'sais. Puis j'ai regardé un classique des classiques pour les gens qui sont un petit peu fans de films weird ou bizarres ou la liste de les films de DJ Patoff. Adventure into the Wood, a Sexy Musical. Sexy musical. Déjà, le titre me donne pas confiance. Moi non plus. Ah ben c'est un musical, moi j'aime ça, moi j'adore les comédies musicales. Puis c'est un film de Rolf Kanefsky qui nous avait donné le meilleur des Road Still, You Only Live Till You Die, et le film Party Bus to Hell. Party Bus to Hell. Oh boy. Juste ces titres-là, c'est très vendeur. Tu sais, juste trouver des titres d'horreur, j'en verrais ça être capable. Ah ben attendez, j'ai pas dit encore avec qui est dans le film, vous allez capoter. Les deux acteurs que j'ai décidé de nommer, parce qu'il y en a quand même plusieurs, il y a Ali Hayes Ah là, c'est un film de cul. et Ron Jeremy. C'est un film de cul. Pas du tout.
OK. Il n'y a pas de sexe là-dedans. Ben, il n'y a pas de sexe. Il y a du sexe, mais il n'y a pas de scène Explicite. explicite. Je me rappelle pas d'avoir joué dans ce film-là, moi, là. Mais, tu sais, Ron Jeremy qui rappe, c'est quand même assez impressionnant. Il rappe. Il fait un rap dans le jeu. OK. Faut pas oublier, hein. Il a joué Super Mario. Il a joué Super Mario, mais il y a aussi un bac en enseignement, ce gars-là. Pour vrai? Oui. Oui. Ah, c'est bon, ça, je savais pas. T'as jamais vu le documentaire sur sa vie? J'ai C'est pas vu tordant. Being Ron Jeremy, je l'ai jamais vu. Ah, c'est tordant. De ton côté, Marc-André, ta semaine s'est déroulée de quelle façon? Ah, comme on a pu entendre tantôt, j'ai regardé l'épisode d'Andorre cette semaine. J'ai regardé encore 2 épisodes de Torchwood que j'ai Oui, continué dans la saison 1. Une histoire de fée démon et une histoire de meurtre dans la campagne anglaise. 2 bonnes histoires un peu horrifiantes. puis tu continues à le conseiller. Je continue toujours à conseiller Torchwood. Torchwood, c'est débile. C'est hallucinant. Les 4 saisons, même les 2 dernières qui étaient des histoires complètes, c'est hallucinant. Puis ça amène dans un autre spectre tout l'univers de Doctor Who. En parlant de Torchwood, j'ai vu une entrevue cette semaine avec Russell T. Davies. Mhm. Puis il a confirmé que Gwen, Ouais. c'était vraiment la descendante de la fille dans Unquiet Dead. OK. La gouvernante, que Oh. c'est la même actrice qui joue, la gouvernante, c'est l'ancêtre de Gwen. Ah, ça amène une autre perspective au personnage. Je fais des tie-ins. Ouais, ben c'est déjà un spin-off de Doctor Who. Fait que, Ok. Sinon, cette semaine, je suis allé voir un film au cinéma avec 2 de mes amis. Mercredi soir, on est allé voir la 3e partie de Vendredi 13 au Clap. Intéressant d'aller voir ce film-là sur grand écran. il était en 3D. Non, il était malheureusement pas en 3D. Puis, comme un des programmateurs du Clap était là quand on est allé voir, j'ai passé quand même le message pour dire que c'est intéressant d'avoir une fois de temps en temps ce genre d'événement-là, de présenter des vieux films. J'avais parlé qu'on est allé voir Psycho il y a 2 ans. On est allé Back voir to the Future. c'est ça, puis c'est toutes des questions de droit et de paiement, mais quand même, il savait que la réception était très bonne là-dessus. Mhm. Et sinon, j'ai lu beaucoup d'informations sur le fait que le gala cinéma ne sera plus en ondes à Radio-Canada Tant l'année mieux. prochaine. Comment ça, tant mieux? Parce que ça coûte de l'argent pour rien, puis on peut le faire autrement. Non, ce qui est triste, c'est que l'événement n'ait plus lieu. Ce qui est malheureux d'une certaine manière, c'est qu'il n'ait jamais été capable d'être autosuffisant puis Ouais, de se exact, payer ça, leur c'est ça, propre là. gala. Parce que l'industrie du cinéma à Québec est tellement subventionnée que, sacrément, leur propre gala... C'est pour ça que j'ai il dit aurait tant mieux pu- aussi. Là. il pourrait se trouver une façon de ne pas têter encore de l'argent. Tu sais. Parce que là, en ce moment, les projets, c'est qu'il va y avoir un événement spécial dans une émission à Radio-Canada l'année prochaine à Bonsoir. Mais sinon, ils sont tout en train de repenser, savoir comment ils vont remettre les prix, parce que on se rend compte que ce qui vend, c'est les grosses vedettes avec les gros films, mais ce qui gagne les prix, c'est des films que Monsieur, Madame, tout le monde ne vont pas voir malheureusement parce que ça les intéresse pas ou qu'on fait pas de quoi pour eux autres. Mais on peut pas dicter aux créateurs ce qu'ils veulent faire non plus, là. Ben oui, ben c'est ça le problème, parce que les films québécois qui sont vus, c'est généralement les moins bons. Mais regarde, ça c'est un autre gros débat. Oh, puis on oui. va laisser l'industrie faire son propre débat là-dessus, là, mais Bon, moi, j'avais entendu la possibilité que peut-être ça se retrouve sur le web. Ça attirerait un certain nombre de personnes, peut-être des plus fans comme nous autres qui iraient sur le web. Monsieur, madame, tout le monde, comme on disait tout à l'heure, ils commenceront pas à aller regarder ça. Ah, mais verriez-vous ça que si les Césars ou l'Académie demandaient de l'argent au gouvernement pour faire leur party? ouais, mais c'est 2 mondes Je le sais. totalement différents. Non, c'est pas 2 mondes. C'est à cause que c'est un crime de place, de con, qu'on s'est mis dans une affaire qu'on dépend des gouvernements quand on devrait pas dépendre des gouvernements pour ce truc-là. Mais ça, c'est un autre point de vue. On a plusieurs façons de voir Ben, le financement. En autant qu'on ait du financement pour en Ben, faire, c'est ça. c'est sûr que c'est pas parfait. D'un autre côté, aux États-Unis, c'est pas parfait non plus, pour la simple et bonne raison que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est capable de prendre une caméra puis de pouvoir faire un film qui va se rendre aux Oscars. Ici, on prend juste un Martin Villeneuve qui est capable de s'autofinancer avec des comédiens bénévoles un film qui est sorti en fin de semaine, que j'ai hâte de voir. Ça, c'est génial de pouvoir le faire. Ben, ça, je respecte ça à 100%. Je là. respecte ça, mais c'est pas tout le monde qui a le guts, qui a l'énergie, qui a la volonté de vouloir faire ça tout seul dans son coin
Et on sait très bien à quel point ça coûte cher faire un film. C'est une des formes d'art les plus dispendieux. Qu'ils fassent des films avec des subventions ou moi, je serais plutôt pour les crédits d'impôt et des prêts. Oui. Des prêts. Une Moi fois aussi. que tu rentres dans ton argent, tu rembourses une partie ou au complet, le plus possible. Ça, je suis d'accord que le gouvernement s'implique là-dedans, mais leur gala, on n'a pas d'affaire à s'impliquer là-dedans. Il n'y a pas qui s'organisent par eux autres mêmes, puis qu'ils le fassent à la hauteur des moyens qu'ils ont. Exactement. C'est bien de valeur, mais si ton gala, t'as pas les moyens de payer la place des arts, ben tu te vas faire ton gala à Chicoutimi. À l'anti. À l'anti, peut-être à l'anti, ben ou Dans dans une autre ville que Montréal. Ah oui. Pourquoi pas? Ça va te coûter bien moins cher de louer une grosse salle À Trois-Rivières. à Trois-Rivières, à Chicoutimi, même en Gaspésie. La plus grosse salle qu'ils ont pour faire ça va encourager l'économie régionale. Ça va te coûter moins cher. Tu vas faire déplacer tes acteurs. Tu vas avoir ceux-là qui sont vraiment intéressés qui vont être là. Ceux que leur gérant va dire t'as pas le choix, faut que tu te présentes, faut qu'on te voie la face parce qu'on ne voit plus bien dans ce temps-ci. Tu vas sauver de l'argent, c'est la chose la plus importante. Puis, ben, tu n'auras pas besoin de têter le peuple qui présentement a plus de maudite scène parce que c'est une récession puis que tout le monde est dans la chenoute, ben pas tout le monde. Ça, le financement d'un film devrait être OK. Si le gouvernement décide de financer les films, OK. Financer le premier. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. Même chose pour les albums. Ah, exactement, c'est la même chose que pour la musique. Pour moi, ça devrait être de même. Encourager les nouveaux. Les nouveaux, puis les vieux, gars, on pourrait faire quoi en fait album qu'un gars comme, mettons... Éric Lapointe. Éric Lapointe a pas l'argent pour faire son disque. Là, son disque, exact. Arrête de boire à Punta Cana, puis arrête de faire des parties à Punta Cana, puis mets l'argent sur ton album. Mais comme Marc-André disait pour les films, c'est vrai que ça coûte pas mal plus cher qu'un album. Mais c'est la structure qui était mal faite au départ. Mais c'est pas le fait que ça soit là ou non, ça c'est un autre débat, mais c'est le fait que de moins en moins de visibilité. Radio-Canada ne présente presque plus de films québécois. Ouais. Alors que cette semaine, il y a un livre qui est sorti, c'est, je me rappelle plus le nom de l'auteur du critique de cinéma, qui a recensé les 600 longs métrages au Québec, puis il les a notés. Vraiment voir c'est quoi, et tu vois vraiment du premier film qui était du père, je me rappelle plus c'est quoi le nom du film. Je sais de qui tu parles, là, le monsieur. Qui se passe dans le coin de Saint-Anne-de-Roquemaure, qui est un documentaire sur les premiers colons en Abitibi. Je pense que c'est pas la feuille d'érable ou... C'est quelque chose du genre. Quelque chose comme ça. Là. J'ai pas pris mes notes. C'est une de écoute ça. obligatoire à l'école. Oh oui, c'est super intéressant. Il est disponible sur YouTube si vous voulez le voir. Ouais, mais c'est ça. On n'a plus besoin de la télévision. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, il peut y avoir des plateformes pour présenter ces films-là. C'est comme Éléphant, là, c'est la plus belle affaire qui est arrivée au cinéma au Québec. Mais faites un site web et mettez les films en streaming au complet. Ce serait la plus belle affaire. Si justement, ils faisaient correctement. Puis, je vais rajouter quelque chose, je m'excuse, mais tu as dit qu'on n'a pas besoin de la télévision. Par contre, c'est le mandat de Radio-Canada de faire rayonner la culture. Puis, je vois ça plus à Télé-Québec. Ça devrait être plus Télé-Québec. Les deux, c'est la même chose. Mais Radio-Canada, Télé-Québec, les deux sont rentrés dans une espèce de culture d'entreprise où ils se mettent en compétition contre le privé et à cause de ça, ne font plus le travail pour lequel ils ont été créés. C'est-à-dire faire rayonner la culture canadienne, faire rayonner la culture c'était autant la culture musicale, cinématographique que la culture sportive. La première perte, ça a été les beaux dimanches le dimanche soir. Après ça, ça a été la perte de la soirée du hockey. Sérieux, c'est pas tout le monde qui a les moyens encore. Les grands films aussi. Les grands films, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer RDS ou TVA Sport pour aller regarder les games du Canadien ou d'autres matchs de la LNH. Fait que c'est un gros problème de mandat que Radio-Canada n'a plus. Je te clencherai demain matin, tout le monde en parle. Pour avoir les beaux dimanches. Ben, c'est clair. C'est la meilleure émission qu'on a eue au Québec ever. Là. C'était pour la culture. Pour la culture, je parle. Là. Ouais. C'était la meilleure émission qu'on a jamais eue au Québec pour la culture. Puis c'était intéressant de pouvoir avoir la chance de se déstabiliser avec du cinéma autre que le gros cinéma hollywoodien. On présenterait un film de Jodorowsky un dimanche soir au beau dimanche. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais on présenterait ça pour déstabiliser l'auditoire, pour dire, regardez, il y a autre chose qui se fait. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais ça existe.
Comment le concert de musique classique ou contemporaine que j'ai vu au Beau Dimanche, il y a des auteurs que j'aurais jamais connus. Des ballets. Oui, des pièces de théâtre, des choses que je... Des lectures. Des lectures, oui, puis c'était pas ce qu'il y avait de plus fun, Non. il y avait pareil. Puis je dirais, j'étais petit cul quand même dans ce temps-là. Juste la voix d'Harry Bergeron au début de cette semaine, au Beau Dimanche. C'était magnifique, quelle belle voix. Puis ça ouvrait les esprits, ça ouvrait la curiosité des gens. Puis ça permettait moi j'imagine que si j'aime autant la culture puis les trucs comme ça, que j'aime le théâtre maintenant, ça fait partie de justement cette initiation que j'ai eue quand j'étais très jeune, qui n'existe plus parce qu'à ce temps on écoute tout le monde bitcher la même personne pendant une émission qui dure 2 heures. T'sais. Puis tu sais, j'ai même vu de l'animation au Beau Dimanche. Il y avait eu des spéciales d'animation de l'ONF. J'ai vu les lundis des AA au Beau Dimanche avec, Ding et Dong. Avant qu'il y ait leur émission vraiment le lundi. Là, exact. Fait que il y avait toutes sortes de choses, puis c'était, personnellement, je trouve que c'est, comme on disait tantôt, une des plus grosses pertes qu'on a eues à la télévision. Une autre affaire, Télé-Québec, à l'époque, qui était Radio-Québec, diffusait la Ligue nationale d'improvisation. À chaque semaine, tu avais un match. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une autre affaire qui amène que la culture québécoise est... On est fort là-dedans. Puis qu'on n'a plus aujourd'hui à la télévision, nécessairement. Là. Une fois de temps en temps, on a le spécial anniversaire en hommage à Gravel, mais sinon... À part de ça, t'as rien. Exact. De ton côté, Simon, j'imagine que tu as fait d'autres choses que qu'est-ce qu'on a parlé. Ben oui. L'affaire le pire, c'est que je voulais inviter mon ami à ma gauche pour écouter le plus gros téléfilm, en fait, budget britannique de l'histoire de la télévision britannique que j'ai écouté, quand j'ai su qu'il pouvait pas venir, fait que je l'ai écouté. Tu as regardé ça? Oui, The Power of the Dalek. J'ai manqué ça. Oui, c'est ça que je te disais qu'il fallait qu'on se voit avant. Et ton verdict? Le scénario est pourri. Okay. Parce qu'ils ont pris une saison de 13 épisodes puis ils l'ont cramé en 1h30 pour faire un film. Quelle saison? La nouvelle. Okay. C'est qu'est-ce que Chinball devait faire pour la prochaine saison. Il l'a cramé en 1h30. Mais ça paraît parce que t'as des scènes. T'es où, là? C'est quoi qui se passe? Mais c'est un fan-fest de Doctor Who. C'est une lettre d'amour à Doctor Who. Parce qu'on voit du monde comme Peter Davidson, Sylvester McCoy, on voit Paul McGann, on voit beaucoup de vieux docteurs, on voit des compagnons de vieux docteurs. Puis la finale, les dernières 30 secondes de l'épisode, allons-y. Okay. C'est la seule affaire que je peux dire, allons-y. Parfait. Si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien. C'est tout? Oui. Wow. Moi, j'avais oublié une autre chose aussi. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup. On a parlé de ça. Il me restait un truc que j'ai fait cette semaine. J'ai regardé Morbius. Ouh! C'est tellement pas bon, mais je pense que c'est le film de Marvel. On va mettre le MCU de toute Marvel avec ce que Sony fait, là, où j'ai eu la plus grande réaction depuis Endgame, mais dans le négatif. Parce que vous m'avez vu dans le dernier film, quand on allait les voir, j'étais quand même assez stoïque et tout ça. Surtout le dernier. Là, c'était non. Dialogue vraiment ridicule. Le pire, c'est qu'il y a des bonnes affaires dans ce film-là. J'ai pas dit le contraire. Mais c'est tellement mauvais. On dirait que les comédiens cherchent, on dirait qu'il manque une demi-heure au film. Les dialogues, comme je disais, sont ridicules. Puis l'ambiance est à moitié là. Puis de voir Matt Smith vraiment cabotiner tout le long du film, ça fait ouais. Non, mais c'est un film, tu sais, t'as des super bons acteurs, mais on dirait pas qu'il manque 30 minutes. Il en manque plus que 30 minutes, parce que c'est vraiment un film que le studio est intervenu, parce que t'as des séquences dans les bandes annonces complètes qu'on voit pas dans le film. Puis, excusez-moi, mais le post-credit scene de Morbius, là, prendre un grand acteur de même pour faire ça, là, on s'entend-tu que... C'est ça. On y met le corps en CGI parce qu'on a retourné la scène sans lui. C'est ça. Donc, c'était ma semaine. Désolé d'avoir coupé parce que bien fait. On était parti sur le gala cinéma puis on t'a repassé tout de suite à Simon, mais j'avais complètement oublié de dire non, j'ai regardé ça aussi. C'est bon. Ah, puis ça fitait avec ce que je venais de dire. C'est ça. À cause de Matt Smith.
Allons-y. On va maintenant y aller Pas lui, avec... allons-y. C'est quoi? C'est Alonso? Ah, il l'a eu! Il l'a fait! On l'a eu! Allons-y, Alonso! J'ai toujours voulu dire ça. Take me to your leader. On va maintenant y aller avec les nouvelles. Et on commence avec James Gunn qui a 2 jobs à la fois. Ah, tu commences avec celle-là? Ben oui. OK. Ah oui, James Gunn, ça a été mardi a été la journée de James Gunn. Mhm. On va le dire de même. Le gars a sorti la bande-annonce de son prochain film, qui est un téléfilm, et il a sorti la plus grosse nouvelle de sa carrière. Il change de job. Change de job. Il devient co-CEO de feu de DC Film, qui devient DC Studios. Ouais. Il devient CEO de DC Comics niveau film. Il devient Kevin Feige. Il devient Kevin Feige de DC. Exact, c'est ça. Puis, avec Peter Safran est un producteur qui roule sa bosse depuis une vingtaine d'années. Il a commencé avec des films stupides comme Disaster Movie, Super Hero Movie, Scary Movie, tous ces films-là, c'était lui. Mais vers le milieu des années 2000, il a changé de range. Il avait produit un méchant bon film d'horreur avec Ryan Reynolds qui s'appelle Buried, qui est débile. Puis après ça, il est devenu producteur. C'est devenu le partners d'affaires. Voyons, le nom me manque là. Le réalisateur de Conjuring pis ces films-là. James Wan. James Wan, exactement. Par la suite, à cause de ça, il est devenu producteur de plusieurs gros films comme Shazam dernièrement. Il était chez DC déjà en tant que producteur. Fait que là, on a un très bon producteur et on a un réalisateur. Fait qu'on a quelqu'un qui s'occupe du côté financier, du côté organisation, puis on a l'autre qui s'occupe du côté artistique. Je trouve ça parfait. Puis, qu'est-ce qui est drôle? C'est que James Gunn a 2 projets dans les 6 prochains mois. Ouais. Et c'est 2 projets Marvel. Mm-hmm. Il y a 2 films à sortir pour Marvel. C'est pour ça que je dis qu'il travaille à 2 places. Ouais, il travaille à 2 places. D'ailleurs, Kevin Feige, il y a eu la première de Black Panther Wakanda Forever cette semaine. Il a été tout de suite interviewé à cause de ça. Il a dit « Ouais, il y a beaucoup de travail à faire pour nous autres jusqu'en mai. » Mais il a dit « Je vais être le premier en file d'attente pour voir le premier film qu'il va produire. Il dit, parce que c'est juste bon pour moi puis c'est bon pour eux autres. » Oh, oui, c'est comme les Canadiens nordiques. Ouais, il dit « Je vais même continuer à prendre des cafés avec. » Ouais. Parce que dans le milieu des comics, c'était comme ça aussi. On se souvient qu'on avait lu ou quand on connaît l'histoire, tous les dirigeants de DC puis Marvel avec Stan Lee qui se jouaient au golf puis qui se disaient des histoires puis que ça s'entrechoquait au début. Il y avait un café sur la 5e avenue à New York où, sur l'heure du dîner, tu pouvais rencontrer Bob Kane et Stan Lee à tous les jours. Il était là tous les jours. Puis ça frustrait Stan Lee parce que le monde demandait des Batman sur des napkins à Bob Kane. Puis, ne me demandez pas mon autographe parce que Stan Lee n'était pas connu à cette époque-là. Tu sais, Batman était déjà une légende. Mm-hmm. Mais Stan Lee n'était pas la figure publique qu'on connaît, qu'on a connue plus tard. Fait que Stan Lee, il regardait tout le temps. Moi, mais lui, c'était une joke. Mais la guerre, c'est au niveau fan. Ouais. C'est au niveau du public, pas au niveau interne dans ce milieu-là, du tout. Combien de scénaristes puis de dessinateurs qui passent de un à l'autre, puis des fois, ils ont des projets dans les 2 en même temps. Là. Brian Michael Bendis dans les dernières années. On a trouvé un réalisateur pour le film Venom 3. Oui, Kelly Marcel, la scénariste qui a scénarisé 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, entre autres, qui est un des bons films. Ouais, je faisais 50 Shades of Venom. Ça se pourrait. Elle a écrit, c'est elle qui a écrit les 2 premiers Venom. Mm-hmm. Fait qu'elle connaît le personnage parfaitement. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que la dernière fois qu'on a vu ça, ça a donné Dark Phoenix. Ouais. C'était pas le meilleur film des X-Men. Là. Non, tu sais, un écrivain producteur. C'était pas le pire non plus, là. Le 3. Non, Dark Phoenix est pire. Dark Phoenix est le pire. Dark Phoenix, c'est horrible. À part peut-être Wolverine, là. Mais. Dans Dark Phoenix? Hein? Il est même pas là. Non, le film. Okay. Non, je pense que Dark Phoenix est pire que encore Wolverine, pire que Wolverine. Origin.
X-Men Origins. Il est pire que X-Men Origins. Dark Phoenix, c'est le pire film qu'ils ont fait pour la franchise des X-Men. OK. Surtout que c'est un remake du 3. Non, fait que moi, je trouve que c'est pas une bonne idée personnellement, mais on va donner la chance au coureur parce que moi, j'ai jamais jugé un film sans l'avoir vu. Exact. On va peut-être être surpris. Moi, j'ai jamais fait ça, moi. Moi non plus. Ben non, voyons là. On fait jamais ça. Mais on les voit au moins, puis on le fait pas, on le dit pas public en disant ils arrivent d'être de la merde, mais. Non, c'est ça. Moi, habituellement, je dis que c'est un super bon film. Une étoile de plus. Je l'ai pas vu. Ça arrive souvent qu'il y ait une étoile de plus dans ce genre de film. On va y aller avec la nouvelle selon laquelle, enfin, on va avoir une comédie musicale avec Jeff Goldblum. Ça te fait rire, hein? Oui, Jeff Goldblum va enfin jouer dans une comédie musicale. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Sérieusement, Jeff Goldblum a le panache. Ah, ben, il y a le panache pour faire ce qu'il veut, c'est Non, pour jouer dans une comédie musicale, ça aurait dû arriver depuis très longtemps. Surtout qu'on sait que c'est un pianiste et un chanteur. Il y a plusieurs albums de sortie. Mm-hmm. Il va jouer le magicien dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Wicked, qui se trouve être un retelling du Wizard of Oz. Oui. Il va jouer le magicien d'Oz. Juste le personnage. Tu fais Jeff Goldblum. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment content. J'avais pas l'intention de voir Wicked, le film. Mais quand j'ai su ça, que c'était Jeff, là, ça a monté d'une coche. Ton billet est déjà acheté. Ça risque d'être très intéressant. La comédie musicale a quand même fait des ravages pendant le temps qu'elle est encore là, je pense. Ouais, c'est du Andrew Lloyd Webber quand même. C'est ça. Ça roule encore. Fait que j'imagine qu'en espérant, parce que c'est pas tout le temps des réussites, le passage au cinéma. Surtout pas pour les adaptations d'Andrew Lloyd Webber. Non, on se rappelle des Vita et du Fantôme de l'Opéra. Mais il y a eu Cats. Ouais, Cats aussi. Il y a eu une chance qu'il y a eu Jesus Christ Superstar. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas... Tous ces films, d'habitude, c'est très ordinaire. C'est pas toujours facile. On va y aller avec un bloc de nouvelles de chez Marvel. Eh oui. Il y a une petite nouvelle pour eux autres. Premièrement, on a Black Panther qui a eu sa première... Black Panther 2 qui a eu sa première mondiale là, cette semaine. Les premières... On n'a pas des critiques, on a des réactions. Ça, c'est pas pareil du tout. Non, mais il doit y avoir un moratoire. Ça. Ouais, ben, jusque dans... Ça dure pour un autre 3 semaines. 3 semaines encore, c'est ça. Jusqu'au 11. Ça a l'air que le film, il est excellent. Que c'est un des films de Marvel les plus émotionnels qui a jamais été fait. Ben, c'est sûr. Ça parle de la mort d'un roi tout le long. Ouais, ça a l'air que du monde dans la salle qui pleure. Oh. Qui ont pleuré. Moi, j'ai entendu dire de personnes qui l'ont vu, à qui j'ai parlé, parce que depuis 3 jours, il est diffusé 4-5 fois par jour pour le monde d'Hollywood. Puis j'ai réussi à parler avec quelqu'un qui l'avait vu. Puis il m'a dit, c'est un excellent film, sauf qu'il y a un problème de pacing. Ah, ok. C'est qu'on aurait pu charcuter plusieurs minutes du film pour... parce que le film dure 2h47. C'est très long. Je vais apporter ma couche. Non, c'est pas grave, tu vas dormir, toi. Non, j'ai fait ça juste une fois, c'était pour Black Adam. C'est pareil. Ensuite de ça, chez Disney+, Marvel vont faire un spin-off de Vision. Un spin-off de WandaVision qui va s'appeler Vision. Ben, peut-être Vision Quest. Il y a des rumeurs que la série s'appellerait Vision Quest. OK. Mais ça va mettre en vedette Paul Bettany dans le rôle de Vision. Et on a aussi l'acteur de la série Good Girl, William Jackson, qui vient d'être casté dans un rôle pour Ant-Man and the Wasp and Quantumania. Qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il vient d'être casté, puis le film est fini de tourner depuis des lustres. Fait qu'il y a des reshoots. Les bandes annonces qui se retrouvent sur Facebook, sur Entre 3 films. Vous avez juste à aller faire une petite recherche pour Entre 3 films et vous abonner. Vous allez avoir les bandes annonces de la semaine qui vont apparaître avec peut-être des fois des petites nouvelles qui passent free directement sur la page ou des petites nouvelles de nous autres aussi. Des fois, on peut toujours écrire des trucs qui peuvent vous intéresser. Donc, les bandes annonces cette semaine, il n'y a pas grand-chose, si je ne me trompe pas. Il y avait la bande-annonce de la série télévisée de Santa Claus. Avec Tim Allen. Oui, ça. Je ne me rappelle pas c'est quoi le titre en français des films. Là. Le Père Noël. Non, il y avait un autre titre. Non, ça avait un autre titre. C'est ça. Puis c'est pas le Père Noël en anglais non plus, c'est Santa Claus.
C'est les clauses. Les clauses du Père Noël. Les clauses du contrat. Ouais, Aucune idée, je les ai jamais vues. T'as jamais vu ça? Hein, non! Ça te surprend? Ben oui. Hey, c'est des classiques. Hey, un gars qui a fait de la prison qui se retrouve Père Noël, tabarouette. Ah, ça, c'est pas l'histoire de Billy Bob Thornton, là? Non, c'est l'histoire de Tim Allen. On a eu la bande-annonce, bien entendu, de Guardians of the Galaxy. Un spécial de Noël. Le spécial de Noël avec Kevin Bacon. Kevin Bacon Kevin Bacon. qui reprend son propre rôle. Ouais. Ça, là, ça amène quelque chose. Est-ce que les X-Men, c'est des personnages fictifs dans le monde de Marvel? Ça pourrait fort bien. Ensuite de ça, on a une bande-annonce d'un film Netflix qui s'appelle The Pale Blue Eye. Oui, ça a l'air spécial. Ça a l'air excessivement spécial. Ça met en vedette Christian Bale. C'est un murder mystery, mais historique. Dans l'époque victorienne. Ouais. Ça a l'air flyé. Les costumes, juste par la bande-annonce, les costumes ont l'air vraiment... Ça coche. Oh oui. Ça... Puis la performance avec Christian Bale, quand tu la regardes dans la bande-annonce, c'est juste fou, là. C'est Christian Bale. C'est un talent brut. Eh bien, c'est ce qui met fin aux nouvelles de cette semaine et on se retourne rapidement vers... Non, pas si rapidement que ça, j'ai mal au dos. Vers Marc-André. C'est vrai que ton vénérable âge. Oui, pour les sorties à surveiller, qu'est-ce qu'on a en salle cette semaine, Marc-André? C'est une petite et très petite semaine. On voit très bien que les grosses sorties vont sortir d'ici une semaine ou deux. Donc, la première sortie à surveiller, c'est le film québécois « Tu te souviendras de moi » tiré de la pièce du théâtre du même titre. Un drame de Éric Tessier avec Rémi Gérard, il y a Julie Le Breton. Oui! Film qui a été présenté en première mondiale le 29 octobre au Festival de films de Rouyn-Noranda. Pour ceux qui sont là, qui ont eu la chance d'aller voir ce film-là, ou qui ont eu la chance... Pour ceux qui connaissent Rouyn-Noranda. Moi, je connais très bien Rouyn-Noranda. Ça existe, ça? Oui, même Jean-Luc Godard est allé à Rouyn-Noranda. Ça serait une place pour faire le gala, tiens. Oui. Ça serait une très belle place. C'est quand même une des plaques tournantes de la culture au Québec. Effectivement. Ça puis la Beauce. On va faire ça à Guadeloupe. Je vous paye un voyage en Guadeloupe, tout le temps payé. Sinon, il y a Le Temps de l'Armageddon, une comédie dramatique de James Gray, avec comme rôle secondaire Anne Hathaway qui joue dans ce film-là. Ça se passe dans les années 30. Anne Hathaway est toujours blacklistée. Oui. Ouais. Elle joue dans des petits films. Elle joue dans les petits films de genre. Oui. Troisième sortie et dernière à surveiller, c'est le film, la comédie française de François Desagnan, Zai Zai Zai, film sorti en 2020 Ça, en c'est France. Zai 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 Zai. Zai 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 Zai. C'est sûr, c'est ça. Hey, j'ai oublié un Zai dans ma prononciation. C'est ça. Du côté des VSD. Un seul film à surveiller, un film Netflix qui va sortir le 3 novembre, c'est Le Son de la Vengeance. C'est un mec qui se mange froid. Entre autres. C'était les sorties de cette semaine. Merci beaucoup, Marc-André. Hey, nous avons la chance d'avoir en studio avec nous aujourd'hui Alban Fanny et Stéphanie Morin, respectivement réalisatrices et actrices du court-métrage La Muse. Bonjour, mesdames. Allô. Content de vous avoir. Merci Les gars, de nous recevoir. ben, ça nous fait plaisir. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet pour dire que le court-métrage sera présenté en première, donc au cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Oui. Le 20 novembre, dès 19h, avec les portes qui rouvriront, si je ne me trompe pas, à 18h30. Donc, un petit peu plus tôt. Cette soirée-là, est-ce qu'il va y avoir un Q&A ou... Oui, il y a plein de choses de prévues, là. On va y avoir 20 minutes, à peu près, de questions-réponses avec l'équipe du film. On espère que toute l'équipe sera présente. Et puis, on va aussi diffuser un making-of pour révéler les coulisses du tournage. On va commencer par faire un petit peu connaissance avec vous. Tiens, Alban... j'ai cru comprendre à ton accent que tu viens pas du lac Saint-Jean. Non, pas trop, là. C'est plutôt un plus grand lac, là, comme l'océan Atlantique. Là. Je viens de France. Tu viens de la France, oui. Ouais, ça fait 4 ans que je suis au Québec, et puis voilà. À Québec. Lévis. Mais, à Lévis. Ouais. Non, c'est pas mal. C'est un petit peu de nage, puis on est rendu. C'est ça. C'est fret un peu en hiver, mais ça le fait. Et Stéphanie, toi, tu es de quelle région? Je viens de Saint-Jérôme.
Donc, les Laurentides. Les Laurentides. Je vis à peu près à 45 minutes de Montréal. Oh, quand même bien comme jeunesse, grandir dans les Laurentides. Oui, c'est le fun. C'est sûr et entre certain. Montréal, entre Mont-Tremblant. OK. Fait que c'est parfait. T'es pas loin de la ville, pas loin de la campagne. Ben, de la Exactement. campagne, plutôt de la nature pure et dure. Fait que Ouais. ça, c'est bien. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a amené, en commençant par Alban, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être réalisatrice, à devenir réalisatrice, en fait? Bah, de toute façon, j'ai toujours aimé les films. Oui. Et j'ai compris que c'était vraiment ma passion et que je voulais vraiment faire ça de ma vie quand je m'intéressais plus au making-of de comment c'était fait, les films. Tu sais, à l'époque, à l'ancienne, dans les DVD, tu avais le film Oui. et le deuxième CD, c'était le making-of. Je regardais plus le making-of que le film, donc à un moment donné, il faut se lancer. quoi. Maintenant, c'est ça, on comprend où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Et pour toi, ton rêve de devenir actrice, c'est commencé quand? Depuis ma jeunesse, Oui. j'ai commencé à écouter des films très jeunes et je réalisais à quel point ça m'affectait émotionnellement. Et on a vraiment des grosses émotions quand on regarde des films et ça me tentait de faire vivre ça aux gens. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de devenir actrice. Et oui, là, je suis rendue ici. Je suis encore dans mon début de carrière, mais je suis bien contente d'avoir fait La Muse avec Alban. C'est un super beau projet. Oui, moi Donc, aussi, je suis merci contente. de m'avoir pris. Je t'en prie. C'était un plaisir partagé. La Muse, qui est un premier pas vers autre chose, j'imagine. Oui. T'as des rêves encore plus grands que ça, bien que celui-là, c'est déjà un rêve réalisé, si j'ai bien compris. C'est ça, j'ai fait plusieurs courts-métrages autofinancés, là, D'accord. vraiment amateurs, justement pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et La Muse, oui, c'est vraiment le plus gros projet dans lequel je me suis investie. Et oui, c'est un peu une carte de visite pour la suite. Donc, on a des rêves encore plus grands. Ouais, c'est ça. Bah, toujours le court-métrage, là, j'aime D'accord. beaucoup ce format, mais c'est sûr que tu as les formats web-série ou long-métrage, c'est toujours intéressant aussi. Oui, web-série, ça, c'est une belle avenue qui s'ouvre depuis une couple d'années aux jeunes réalisateurs. Puis, c'est un média qui est comme très malléable, qui est facile à travailler d'une certaine manière, dans le sens que t'as pas autant les deadlines qu'un studio pourrait te mettre sur le dos puis dire, écoute, là, nous autres, on a dit qu'on sortait le 20 novembre, la web-série peut permettre d'avoir plus... Un peu plus de jeu. Un peu plus de jeu. Effectivement, une chance que les co-animateurs sont là parce que depuis le début de l'entrevue, je me sens vraiment pas tout seul. C'est juste que je me reconnaissais quand Alban a dit qu'elle achetait des Blu-ray et des DVD pour les special features parce que moi, j'achète uniquement les Blu-ray et les DVD pour les special features, même pas pour le film. On s'est tout reconnu un petit peu là-dedans parce que veux pas, c'est super intéressant. Dans ton côté, tu commences ta carrière d'actrice, comme on pourrait dire. Est-ce que tu as des rêves également de devenir peut-être dans des web-séries ou plus vers la télé ou même le cinéma, sait-on jamais? Je suis ouverte à tout. T'es ouverte à tout? Ouais, mais Oh! j'aime juste jouer. OK. Mais j'aime surtout les films indépendants. OK. Quand les réalisateurs, ils ont vraiment... ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que je trouve que souvent, ils ont des beaux projets. Et ça m'intéresse plus que les gros films comme Marvel, des affaires comme ça. Ouais, c'est dans un carcan, puis tu peux pas vraiment t'en sortir. C'est ça, tu peux tandis pas que être aussi créatif. chez les dépendants, ils peuvent vraiment faire plus place un petit peu à l'improvisation. Oui, on travaille ou, ensemble. Exact. Puis changer une scène au dernier moment, c'est plus possible. Peut-être pas la changer au complet, mais je veux dire, changer quelques éléments dans la scène, c'est plus possible dans un cinéma indépendant que, comme tu disais, chez Star Wars ou chez Disney. Où est-ce que là, Ouais. oublie ça, c'est prévu 7 mois que tu vas éternuer à tel endroit, à telle minute du film, puis si t'éternues pas, ça marche pas. Là. Fait que, Mais même des courts-métrages, tu sais, c'est super le fun avec La Relève. J'ai vu des courts-métrages à Kino, au festival Le Spasme, et c'était super intéressant. Les nouvelles idées, j'ai beaucoup ri. Donc, juste faire des petits projets comme ça aussi, j'adore ça. j'ai cru comprendre que Kino était impliqué dans ton projet. Ben, c'est sûr que Kino, il me suit dans ma carrière de réalisatrice depuis le début, là, Ok. Kino Québec. T'as un beau soutien? Oui. Ben, déjà, il te donne la chance de créer. Il te procure les outils nécessaires pour diffuser tes appels à personne, pour créer un projet, constituer une équipe. Et après, au final, tu as la projection là, au cinéma Le Clap. Donc oui, c'est vraiment un tremplin Kino. Surtout pour une autodidacte comme moi. Là, Autodidacte, ça, Ouais, ok. Parce ouais, que dans ton cheminement, j'avais pas pensé de demander si tu avais été à l'école ou quoi que ce soit, mais là, tu viens de Non. répondre à ma question. Non, absolument pas. En fait, je suis arrivée au Québec en 2018 et en 2019, j'ai appris l'existence des cellules Kino, là, parce qu'il n'y a pas que à Montréal ou à Québec, Oui. il y en a vraiment partout dans le monde.
Et j'ai vu que ça répondait justement à... Kino, ça... J'ai plus la définition. Là. Une définition de kino? Faire bien avec rien, faire mieux avec mieux, mais faire là maintenant. Ouais, tout à fait. En fait, ils ne demandent pas... Excuse-moi, c'est quoi? Oui. La philosophie de Kino, quand ça a commencé en 99, c'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais fais-le maintenant. T'as une idée, t'as une caméra, t'as des comédiens, tu prends ton stock, puis tu vas filmer, tu fais le montage, coûte que coûte. Ouais. 2 VHS. Les poils m'ont dressé. Ah oui! C'était comme ça, j'ai eu Ah la ouais. chance au 10e anniversaire de Kino de voir le premier Kino présenté. Et c'était de toute beauté, un film d'animation en plus. Là. Fait que dans le fond, c'est ça qui vient de te chercher demande le pas de plus. formation, ça te demande pas d'argent, c'est juste on te donne le moyen de faire ce que tu as envie de faire. On et- t'aide le plus possible, dans le Ouais, fond. c'est formidable. Et donc la Muse, oui, j'ai eu un gros soutien. Pour la Muse Ouais. de Kino Québec. Parlant de la Muse, on va y aller avec le sujet. Et c'est un court-métrage sur l'amour Oui. éphémère. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça parle des relations plus ou moins longues qu'on peut avoir dans toute une vie. Là, on rencontre des gens tous les jours, mais les relations, qu'elles soient longues sur une dizaine d'années ou sur quelques semaines, ça peut avoir le même impact dans une vie, par exemple. C'est Donc, bon, ça. oui, c'est un amour éphémère, là, mais tu le traîneras après toute ta vie, l'expérience, la leçon que tu en tires. Un amour justement. très puissant. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas la durée qui est importante, mais bien l'expérience en tant que telle. Absolument, c'est Et ça. le film Oui. parle de ça Oui. en particulier. Mais j'ai vraiment de la misère, je suis désolé. J'arrête pas d'accrocher mon micro avec mes lunettes. L'année prochaine, je me jette des verres de contact, c'est promis. C'est ça que tu as dit l'année dernière aussi. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Je te demanderais, excuse-moi Stéphanie, je vais continuer avec Alban Ouais, un vas-y. petit peu. C'est quoi qui a été le plus grand défi dans le tournage? Qu'est-ce qui a été avant le film, pendant le film ou présentement d'être pogné dans un podcast avec moi? C'est sûr que c'est un peu intimidant, là, parce que les podcasts, la promotion d'un film en tant que tel, j'ai pas l'habitude. Donc, non, le plus gros défi, je pense que tous les défis ont été relevés, là, mais ça a été surtout trouver les bonnes personnes. Donc Wow. le casting. Oui, c'est ça. On a fait des auditions. On a casté 20 à 25 personnes pour les 2 personnages principaux. Donc, oui, c'est compliqué, les auditions. Mais par contre, si j'ai bien compris, t'es quand même tombé sur des perles rares. Ouais, j'ai la chance Stéphanie. qu'ils viennent à ma rencontre. Et en Jérémia, Oui, qui Jérémy est- Junior Monnier, ouais, Jérémia, tout à qui est- fait. qui est comme... j'ai entendu beaucoup de bien de cette personne. J'ai hâte de voir le résultat final, puis voir aussi peut-être, parce que ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il y a du potentiel pour aller très loin. Ouais, et puis le potentiel est déjà en train de se concrétiser, là. Stéphanie comme Jérémia, ils ont des contrats, pas grâce à la Muse, parce que la Muse n'a pas encore Non, été ça n'a pas été présentée. encore diffusé, ouais, mais c'est ça. non, ils font leur bonhomme de chemin, et puis c'est très prometteur, oui, c'est sûr. Félicitations. Merci. On parlait tout à l'heure de ce que Kino Québec a apporté. Si j'ai bien compris, Kino a apporté un soutien, mais au niveau monétaire, tu es allé avec une technique un peu plus différente des autres, c'est-à-dire tu as utilisé le sociofinancement. Ouais, c'est ça. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. On a fait ça sur le site La Ruche. Oui. Et ouais, on a demandé une certaine somme. On a fait la promotion aussi sur les réseaux sociaux, etc. En fait, le sociofinancement, c'est tu donnes une contribution monétaire, donc à partir de $1 jusqu'à $200, Jusqu'à si tu 200, veux. là. ouais. Et en fait, tu as des contreparties par tranche de contribution. Par exemple, si tu donnes $30, tu vas avoir ton nom générique en tant que contributeur. Si tu donnes par exemple $120, tu vas avoir une affiche, tu vas avoir des places pour l'avant-première, etc. Donc, C'est quand même bien, ça. Ouais. Que t'as C'est des un peu un souvenirs. Kickstarter francophone. je connais pas. Pardon. Ok. Je confirme que oui, pour avoir vu les deux. OK. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Et là, il est un petit peu trop tard pour contribuer à la Muse, parce que la Muse va sortir bientôt. Mais j'imagine, si tu as apprécié l'expérience, ça se pourrait que ça soit réutilisé à l'avenir. Ah oui, je pense que pour mes prochains projets, si j'ai pas des maisons de production qui me suivent, c'est sûr que oui, je referai appel à ce moyen de financement. Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui veut produire son premier ou son deuxième court-métrage? Là? Est-ce que ce serait quelque chose que tu proposerais à quelqu'un qui viendrait te voir, qui dirait je sais pas trop comment me financer, est-ce que tu as des suggestions?
Oui, c'est ça. Oui, c'est C'est un très bon outil. C'est un super outil. Après, il faut que ça soit pertinent aussi dans tes contreparties. Il faut que tu donnes des choses en rapport avec ton film ou en rapport avec ton projet. Et puis que ça intéresse, quoi. Parce que La Ruche, c'est vrai, c'est pas simplement pour le cinéma, ça peut être pour quelqu'un qui veut écrire un livre, ça peut être pour quelqu'un qui fait un podcast, ça peut être... quelqu'un qui veut acheter un van pour faire tel projet humanitaire. Ben oui. C'est vraiment pour financer énormément de choses. Je veux refaire un van, un camper pour pouvoir aller aider en Amérique du Sud. Absolument, oui. Puis C'est tu peux fait te présenter pour. là-dessus. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Je sais de nom, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais ça m'intéresse beaucoup. Non, mais en plus, c'est très simple Pourquoi tu me d'utilisation. regardes en disant ça? Je pense que c'est plus moi le problème d'intro. Ouais. Parce que si je me reviens vers Marc-André, je vais avoir encore un torticolis. C'est toujours moi le problème ici. C'est ça. Puis sérieusement, le focus est présentement avec nos chers invités. Je vous rappelle, on est en présence de Alban Fanny et Stéphanie Morin, réalisatrice et actrice du film La Muse, du court-métrage La Muse. C'est un film, dans le fond. Oui, Un court film. Oui. Un court film. Supposons que tu avais un producteur qui viendrait, mais qui aurait un budget illimité. Oh my God. Oh my God. Genre, Louis Dion-Dussault, qui est le producteur qu'on a déjà eu en entrevue. Oui. Hein? Co-producteur. OK, parce que vous êtes plusieurs. C'est ça, en fait. Moi, j'ai donné aussi mon propre argent. Louis aussi a contribué avec son propre argent. Bon, demain, il est a engagé cette par chance. Disney. Puis il vient te voir, puis il fait on a eu du fun sur la Muse, on veut faire un projet avec. On n'a pas de budget, il est illimité. Ah oui, ça serait vraiment le fun. On pourrait vraiment s'éclater sur différents formats. On pourrait aussi faire, je sais pas, du fantastique avec des effets spéciaux. Ça serait-tu ton genre? Fantastique? Harry Potter? Star Wars? Non, peut-être pas science-fiction comme ça, robotique, mais c'est surtout un peu l'ésotérisme, tu sais, avec les éléments de la Terre. OK. J'ai plusieurs prochains projets qui sont dans ce thème-là. Donc, c'est sûr que si j'ai un budget, je vais mettre le paquet. C'est Gaïa et Ouais. les forces des éléments, des C'est trucs ça. comme ça. Là. Peut-être chaman amérindien Ouais, un absolument. peu. Ah, ça... Non, mais tu teases déjà mon prochain projet. mais je le sens. Ça émanait un petit peu. Fait que je me suis rendu compte de ça. Dans ton cas, Stéphanie, est-ce que tu disais tantôt que tu irais pas nécessairement travailler pour un gros studio? Tu préférais faire affaire avec des réalisateurs qui sont un peu on the side? Disons que là, si je me faisais approcher par Marvel, je dirais pas non. Ah non, là, je pense pas qu'il y a grand monde qui dirait Mais non. si j'avais le choix, tu sais. Oui. Si j'étais rendue là dans ma carrière, c'est sûr que je préférerais des plus petits films, à plus petit budget. Il y a des acteurs hollywoodiens qui sont comme ça. Hein, Qui prennent des gros rôles des fois parce qu'ils aiment, comme Joaquin Phoenix, Qui aiment il a pris le l'argent. Joker. Mais normalement, il joue pas dans des films de cette tranche-là. Il joue dans des films très, très indépendants où il fait son propre maquillage, quasiment. Il y avait Michael Caine aussi qui était comme ça, qui prenait des fois des films pour pouvoir se faire des... Michael Caine, c'était un film pour lui, 5 pour l'argent. Un film pour lui, 5 pour l'argent. Puis il a déjà dit, vite de même, il a déjà dit qu'il avait joué dans Jaws The Revenge, mais qu'il avait jamais vu le film, mais qu'il a vu la maison que le film a construit. On a donc parlé déjà d'une certaine manière de tes projets à venir, sans vraiment le dire. Tu as déjà quelque chose sur la table de travail. Ouais, là, par exemple, je vais postuler pour participer au concours Cours écrire ton cours là, de la SODEC. Donc, jusqu'au 1er décembre, je dois écrire un scénario. Là, donc, je vais tenter ma chance là-dedans. Et oui, ça va être sur le thème un peu chaman. Mais oui, j'ai 4-5 courts-métrages déjà écrits. OK. Alors, ça travaille, cette petite tournée-là. Moi, j'ai 5 idées par jour. Donc, t'inquiète pas, j'ai de Je quoi la faire. comprends tellement. Toi aussi, Stéphanie, je crois que tu as des projets qui s'en viennent. Oui, j'ai un projet. Je suis pas vraiment censée en parler, mais c'est très excitant. OK. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur D'accord. et un univers que j'aime depuis très longtemps. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. Bon, que toi aussi, tu resteras pas sans travailler très, très longtemps. Non, de toute façon, j'aime pas ça, pas travailler. Il faut tout le temps que j'aille quelque chose à faire. Mais de toute façon, là, présentement, il y a un petit peu la promotion du film Oui. qui débute ou qui a déjà commencé, d'une certaine Ah, manière. on débute avec vous, là. Ah oui, merci. Merci beaucoup de venir. Mais c'est sûr que là, c'est pour le 20 novembre, Oui. la première. Donc, on a encore des billets qui sont à la vente. Des billets à acheter pour les auditeurs, profitez-en. Ça se fait par lepointdevente.com. Vous tapez La Muse de Alban Fanny.
Vous pouvez acheter vos billets là pour la première que je rappelle qui va se tenir le 20 novembre au Cinéma Le Clap de Sainte-Foy dès 19h. Donc, achetez en grand nombre. On va peut-être se croiser là-bas. Ça serait puis je Sûrement. pense qu'on devrait mettre le lien sur notre page Facebook aussi. Ça va être beaucoup plus facile que d'aller le chercher, le taper. On Ça va nous- demander aux techniciens Facebook de faire ça. Tu vas te le demander à toi-même? C'est ça, être une petite équipe. Ouais, on connaît ça, là, tu sais, comme elle disait, là, sur les petits tournages, à peu près tout le monde a les postes. Polyvalent. Ouais, Ouais. c'est ça, Oui, tout le monde bouge un peu. Mais fait même sur la plusieurs choses en Meuse, même temps. tout le monde faisait plein de petits jobs. Ouais. Karine était actrice, puis elle faisait la clap des fois. Mhm. On Karine avait- Bisson. Oui, c'est ça, c'est oui. ça. Oui. Qui joue le rôle de Françoise. C'est ça. Ouais, j'ai tous ces noms-là, moi aussi. On a aussi, oui, Parce qu'on a parlé de Jérémia, on a parlé de Stéphanie, bien sûr, mais il y a également Delphine Hébert-Landré, Julien Ouellette et Karine Bisson qu'on Ouais. a nommés dans ces 5 rôles principaux, d'une certaine manière, ou t'as 2 rôles principaux. Oui, c'est sûr. ça. Et On puis parle de- j'ai 3 à 4 acteurs de soutien. Après, c'est vrai que par exemple, Delphine Hébert-Landré, elle a été actrice. Elle a aussi contribué à la musique du film. Elle a composé une musique plusieurs chapeaux. pour le film. Ouais. Donc c'est pour ça. Il y a les noms qui reviennent plusieurs fois dans le générique, mais ça prouve l'implication de chacun dans ce film-là. C'est génial. Oh, ça va? Bon. je regarde le producteur. Le producteur qui est dans le coin du studio, qui nous Producteur regarde. et photographe. Et coproducteur. Ah oui. Mais c'est vrai, j'ai un On l'a vu courir beaucoup, hein? photographe Ouais, parce de que- plateau. Il faut le dire, on Quand a même. participé à une journée de tournage de la C'est ça, Meuse. Oui, c'est merci, vrai. merci. Oui, on était là comme figurants, Simon et moi, une soirée de temps au Centre Morin. Au Centre Morin, qui est une magnifique place. Ouais, tellement belle. Là, on était dans la bibliothèque. Là, on a- Béni de pouvoir filmer là Ouais, quand même. puis C'est- très accueillant, les gens qui se sont occupés de nous, ils étaient vraiment gentils, ils nous ont laissé tourner jusqu'à tard le soir. Même quand il y a un mariage à côté. Même quand il y a un mariage. Oh, vous avez eu une agréable soirée, si Oh j'ai oui. bien compris. C'était plaisant. Ben, avec la bonne musique. Non, c'est à cause que La quand tu musique filmes, de des salle fois, d'à côté. t'entends la musique du mariage, là, ça clashait un petit peu une fois de temps en temps. Un autre endroit que j'ai vu que vous aviez filmé, c'est voyons, c'est... L'appartement. Oui, c'est ça. On est allé voir des photos sur Internet hier. Oui. Wow! L'appartement de Léo, oui, c'est un super Airbnb Ouais. dans le quartier Saint-Roch. Et ouais, il a une super vue sur les toits du quartier Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch, là, donc c'est vraiment, vraiment beau. Une super place. Donc, t'as été quand même choyé dans tes Oui, ta bah après, location. j'ai fait quand même des beaux repérages aussi. Oui, là, mais là, bien en c'est du amont, là. travail. Ouais, la pré-prod, ouais, ça m'a pris pas mal 3-4 mois là, pour OK. faire tout mon repérage, mon sociofinancement, etc. Ben, on s'entend pour découvrir la ville de Québec, faire un repérage. C'est une bonne façon de trouver. Ouais, Tu ça dois va. plus te perdre là, dans la ville. là. On peut te nommer le nom des rues, puis tu vas dire, ah, c'est dans quel coin? Ou... Puis, d'ailleurs, il y a un bel appartement sur cette rue-là qu'on pourrait tourner. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, puis je vais vous demander si vous avez des anecdotes de tournage. Puis là, ben là, tout le monde se pointe un l'autre. On va commencer. Tu sais, Stéphanie, est-ce que tu as une à nous conter? Mais merde! C'est l'animateur qui a le dernier mot, hein? Oui, mais moi, je pensais que c'était juste l'anecdote t'en avais à pas une à Alban. toi, là? OK, oui, mais j'en ai une. OK. Oui. Dans une des scènes du film, moi puis Jeremiah, moi puis Léo, on devait manger de la crème glacée, mais là, il faisait très chaud. Fait qu'on s'est dit, on va pas prendre la crème glacée. Puis là, nous, on est des fans de bubble tea, de boba. Fait que là, on a dit, est-ce qu'on peut avoir des bubble tea? Fait que là, on a envoyé Louis, le producteur, et Stéphanie, la maquilleuse, nous en chercher. Puis ça leur a pris comme 1 heure avant de revenir avec les bubble tea. Parce qu'ils savaient Fait pas qu'on c'était était quoi. un petit peu en retard. Exact. Après, Oui. ça a décalé tout le planning de la Oui, journée. c'était long, là. C'était très long. Mais on s'est Mauvais producteur. Ouais. Mais on s'est fait approuver par une enfant de 8 ans qui nous a dit ah oui, ça c'est vraiment une bonne sorte. Oh. C'est vrai, c'était très bon. On va à la place où vous êtes allé le chercher ou... Ça doit être sur C'est à chemin Lévis. 5 fois. Là.
Ah, c'est à Lévis, ça? Ben oui, c'était à Lévis qu'on a Ah, tourné ouais. C'était dans cette le scène. parc. Ça peut bien avoir pris une heure. C'est ça que c'était long. Ah, si, on a tourné à Allé Lévis. loin. On a tourné à Lévis, on allait Pourquoi chercher dans ma tête, je suis les gobelets à Québec. On a vraiment besoin d'un troisième lien. Ça aurait été plus simple avec le tunnel Ouais. entre les deux, là, pour faire le détour sur le pont de Québec. là. C'est à côté de la Grande Marche, là. Comment ça s'appelle, cette place-là? De la Grande Marche. Ben, c'est une grande place, là, où on marchait à côté. Oui, oui, non, c'était Ben, le parc où on a fait les photos de oui. Marilyn Monroe. Marilyn. Ben là, vous m'avez perdu. Finalement, Ben, il y a c'est Vous une- n'étiez longtemps pas que sur le t'aimais même pas. tournage. Que j'ai envoyé ma crise. Stéphanie, c'est quel tournage que tu parles, là? Bon, c'est au tour à Alban. Ok, on change de sujet. Et c'était l'anecdote du bubble tea. Alban, t'en as une, toi aussi, une anecdote à nous conter, j'imagine. Ouais, c'était au stade du sociofinancement. En fait, j'avais une notification sur mon téléphone à chaque fois qu'il y avait un nouveau contributeur. D'accord. Et là, je regarde mon téléphone qui vient de sonner. Et puis là, je vois Denis Villeneuve vient de vous envoyer $300. Je fais oh, Oh, oh. Denis Villeneuve, ah, quand même. Et je fais OK. Et donc là, je panique et en même temps, je suis un peu survoltée. Je le montre à mon amoureux chez moi. Et en fait, je slide un peu plus. Et c'était Denis Villeneuve de Lévis. J'ai Ah, non. C'était pas celui que je pensais, c'était un vrai Denis Villeneuve qui habite à Lévis. Là, c'était pas un faux en carton, mais c'était pas celui que j'attendais. Donc... Là, c'est comme... Mais j'étais quand même très contente. C'est sûr. Il a été très généreux, donc c'est ça l'important. Merci, Denis. Ça aurait pu Villeneuve. être le vrai s'il y avait eu un Martin Villeneuve tout de suite après. Ou avant. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que, tu sais, l'espèce d'effervescence qui se fait, parce que tu fais Ouais. comme, L'adrénaline oh, en barre. Ouais, il y a Denis vraiment Villeneuve. eu une adrénaline, Ça met de surtout la que pression. mon chum et moi, on est très fans de Dune et de tout ce qu'il a fait avant. Oui. Donc on s'est dit waouh! Et non, c'était quelqu'un qui habitait à C'était- Lévis. C'est ça. Denis Villeneuve, yeah, de Lévis. Tan, 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 tan. Merci, Denis de Lévis. On a Louis qui est venu nous rejoindre pas loin d'un micro. Louis, j'imagine que toi aussi, t'en Ah as ouais. une anecdote à nous conter. Ah, j'avais pas le choix, là. Je vous entendais parler d'anecdotes, il fallait que je rentre. C'est vrai. On a tourné à la base de plein air 5 fois. Dans le fond, moi, je m'occupais de prendre des photos puis tout ça. Puis là, à la fin, quand on a fini, je me suis comme dépêché à ramasser tout le stock qui traînait proche de ce qu'on tournait. Fait que là, je ramasse des clés. Fait que là, je fais, non, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui est dans le chenoute, là, il a pas ses clés. Fait que là, j'ai demandé à tout le monde de la production, un par un, si c'était leur clé. Puis là, c'est Une c'est- Prius. Hein? Une Ah, Prius. Oui, c'est Une Prius avec un collier, Ah, ben, etc. tu sais, Très reconnaissable. ça peut pas être. C'est pas rien que des clés, t'as la lige toute, fait que, c'est à personne. Fait que là, moi, je l'ai mis dans une boîte à caméra, dans une boîte à lunch. Fait que là, tout le reste de la journée, le monde dit que c'est pas à eux. Fait que là, je fais, oh mon Dieu, fait que j'ai pris les clés de quelqu'un qui est coincé à la base plein air 5 fois, clairement. Il a pas ses clés, tu sais. Puis là, finalement, à la fin de la journée, t'as Vincent qui arrive et qui dit, hein, je trouve pas mes clés. Puis là, tu fais, ben, c'est quoi tes clés? C'est une Prius. Ben, tu me niaises-tu? Il dit, ben non, pourquoi? Il dit, je t'ai demandé un matin si t'avais une Prius. Puis là, il fait, hein? Quoi? Hein? Fait que là, j'ai fait, ça a vraiment baissé la pression parce que là, j'étais là, tabarouette, il y a quelqu'un qui a pas eu ses clés à matin. Quelqu'un qui va passer sa vie maintenant sur la place pédanaire de Sainte-Foy, il peut plus sortir de là. On va aller faire du pédalo. Ben là, j'ai eu peur parce que pendant un certain moment, pendant ton anecdote, je pensais que t'allais dire, ben, c'était les miennes. Ouais, ça aurait été, Ça aurait été parfait. ça aurait été épique. Ouais, ben, j'ai volé aussi je l'ai remis, là, mais le walkie-talkie des lifeguards. Parce qu'il y avait aussi un événement qui commençait, quand on terminait, puis il y avait un autre événement qui commençait. Puis là, je fais, il y a un livre. Fait que je me suis dit, Crème, c'est qui a le temps de lire aujourd'hui? Je comprenais vraiment pas. Fait que là, je ramasse. Je prends le walkie-talkie, je sais pas, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui se parle entre eux. Là. Puis finalement, j'ai vu comme la personne qui était clairement à elle s'en aller. Fait que là, j'ai été reporté ça en douce, puis je suis parti. C'est la course. Du grand Louis. Donc, si vous perdez des choses à la base du plein air de Sainte-Foy, dites-vous que c'est Louis moi. qui l'a. C'est clair. On va y aller avec une petite question par rapport au... c'est quoi la vie du court-métrage après la première? Après la première, on va distribuer dans un maximum de festivals de films. Là, on va envoyer un regard. Un regard, oui. Ouais, on espère être sélectionné. Et puis, on va faire le tour des festivals. On va essayer de faire rayonner le film un maximum. Un petit retour à la maison, peut-être?
Ah oui, peut-être bien des festivals français aussi, oui. Oui, ça serait oui, le fun. Hein? Absolument. On mélange deux affaires très plaisantes, on présente notre film, puis en même temps, on se promène en France. Ça veut dire que sous l'égide de Louis, en parlant d'égide, je monte mes doigts. On n'attendra pas après moi, de toute façon, je pense. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a il y a vraiment un marché là, un peu partout. Puis, tu sais, mettons, avec des sites comme Film Freeway, puis tout ça, ça te permet vraiment de faire vivre ton film. C'est sûr qu'il faut le magasiner. Tu regardes un peu t'as tout le temps les critères, ton genre de film. Fait qu'il y a tout le temps des festivals qui vont finir par correspondre à ce que tu as fait comme film. Ouais. C'est vraiment... Un festival dans le sud de l'Espagne, c'est plus intéressant qu'à Saint-Accroché-des-Chars. Ah, mais... On sait pas. Peut-être qu'à Saint-Accroché-des-Chars, il y a des affaires très intéressantes. Quoique présentement, peut-être pour l'année prochaine, le festival de films de Rouyn-Noranda, qui est quand même très ludique aussi. Là. Surprends-moi d'avoir quoté ça. Qui c'est qui parle de Rouyn-Noranda? Moi, parce que Lui je viens seul. de là. Et je suis déjà allé voir un film de Pedro Almodovar au festival, là. Oh, oui, c'est quand tout même. à fait Ouais. cool. Puis c'est justement, Ouais, ça permet de faire vivre les régions, puis c'est vraiment chouette. Bon, on en parlait tout à l'heure, justement. T'étais pas là, mais ok. tout à l'heure, on parlait justement du fait qu'on devrait envoyer le gala du cinéma québécois aller dans des salles en région plutôt qu'à Montréal. Parce que faire rayonner un peu les régions un peu partout. C'est ça. Ben justement, là, je disais, regarde tout à l'heure, et ils ont une compétition 100% région. Okay. Et donc, en fait, ils font compétitionner vraiment ceux qui sont en dehors du Grand Montréal. Et ça fait plaisir. Là, de plus en plus, ils se rendent compte qu'il y a du talent, pas juste au coin de Sainte-Catherine et Saint-Hubert. Là, ça, oui, puis ça permet justement de garder nos artisans proches de... Je pense que c'est pas un coin de rue. Non. Tu Tu viens pas de Montréal, toi. c'est deux rues parallèles. Pire Sainte-Catherine. C'est ça. Puis comme Alban a dit, c'est que c'est le fun parce que ça te permet de pouvoir rester dans ta région. Hein. Puis de présenter dans ta région. Ça, t'es pas obligé d'aller à Montréal pour pouvoir en vivre. Là, ce qui est un défi, en fait. Mais en même temps, faire le tour des festivals à l'extérieur de sa propre région, ça peut être le fun aussi, aller au-devant des auditeurs, au-devant, d'avoir des réactions, parce que veux pas. Je pense, je voudrais pas exagérer non plus la différence entre des réactions, mais la façon de recevoir un film en Beauce, puis à Montparnasse, ça se peut que ce soit deux affaires différentes, la façon de recevoir le film. Oui, c'est ça, mais il faut se dire qu'à chaque place, tu as un public qui peut être touché par ton film. Donc, à n'importe quelle place du monde, même. Mais peut-être des fois, ils sont pas touchés par les mêmes affaires. C'est clair. Ça peut être très intéressant de voir ces contrastes-là. Dépendant de la région, de la région. Je pense pas qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un de Chicoutimi et quelqu'un de Trois-Rivières à ce point-là, mais dans différents pays, ça peut être très surprenant. Vu que c'est l'Halloween cette semaine, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de vous poser la question. Puis Louis, j'espère que tu as passé parce que vu que tu t'es rapproché d'un micro, tu vas avoir à répondre toi aussi. Okay. Je vais vous demander, en commençant par Stéphanie encore, quels sont vos films d'Halloween ou quel est votre film d'Halloween d'horreur préféré? Ouais, on va dire horreur. J'aime beaucoup les films d'horreur. J'en écoute souvent toute seule chez moi avec les lumières fermées pour avoir vraiment peur. Mais j'ai pas vraiment de coup de cœur. Moi, je les écoute une fois pour avoir peur. Après, j'arrête. Donc, j'ai pas un coup de cœur vraiment. J'aime juste pas mal tous les films d'horreur. Tant que ça fait peur. Au revoir un film d'horreur, souvent, tu vas trouver des qualités au film, mais tu n'auras plus peur. Fait que le but premier du film est comme perdu une fois que tu as fait le saut. Ouais, c'est ça. Quand le fantôme il rentre dans la pièce, tu l'as fait le saut. Quand tu revois le film, tu fais « Ah, il va faire un saut ici. » Mais j'aime mieux les thrillers que les films d'horreur avec plein de sang. Ça, j'aime pas ça. OK, t'aimes pas les films gore. Non, je trouve ça un petit peu dégueu. Puis aussi, je m'évanouis. Mais c'est le fun à faire. Oui, ça va. Faire un film gore, c'est très très cool à jouer, réaliser. Ah ouais? Hey, OK. Le maquillage. Regarde, je suis ouverte. Elle sait pas. Non, mais- Elle a dit tantôt qu'elle était ouverte à n'importe quoi, fait que si t'as un film gore à préparer, Ouais, tu vas appelle-moi. avoir peut-être une actrice. Scream Girl. Sais-tu crier? Hein? Es-tu capable de crier? Crier, oui. OK. Non, On mais a peut-être une elle février. est capable de crier, mais elle s'évanouit, fait qu'elle crie pas longtemps. Mais c'est ça, mais je vais pouvoir m'évanouir pour vrai. Fait que ça va être très réaliste. Très bon. Ça, on appelle ça des acteurs qui se donnent à 100% à Mais leur oui, c'est rôle. du method acting. Alban, de ton côté, est-ce que tu as un film d'horreur préféré? Moi, j'aime beaucoup la suite Conjuring. Oui. Vraiment, vraiment bon. Mais après, moi, le film d'horreur le plus marquant pour moi, c'est parce que je l'ai vu beaucoup trop jeune, c'est Carrie.
J'ai dû le voir quand j'avais 8 ans. Là, donc, Et tu l'as sûrement revu une couple de fois. Ouais, mais je l'ai pas vu de la même manière, là, parce qu'à 8 ans, vraiment, tu flippes. Ah, c'est sûr et certain. Mais quand tu le regardes à 18 ans, là, 10 ans plus tard, c'est sûr que tu dis, bon, ok, tout est relatif, là, mais c'est très beau quand même. Oui, c'est un excellent film. Louis, on se retourne vers toi. Qu'est-ce que t'as comme film d'horreur préféré? Ben, moi, vous me connaissez, hein, j'arrête pas de parler. Hein. J'en ai 2. J'ai-tu droit? J'ai-tu le temps? Ben oui. Allez, prends le temps. Moi, il y a deux éléments. Il y a les classiques, puis il y a le personnel. Mettons, on va y aller classique, ça va être l'exorciste. Parce que ça marche sur tellement de plans. Un, c'est hyper flippant. Deux, c'est des esprits. Ben, des esprits, mettons. Puis, tu sais, il y a le côté aussi religieux. Fait que, tu sais, tu te dis, est-ce que c'est. Puis ça mélange la science. Fait que, est-ce que vraiment la fille, elle voit quelque chose ou est-ce que ça se passe vraiment tout dans sa tête? Puis. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Ouais, ça fait que là, c'est comme dans les films d'horreur où ce qui se cogne au début de la tête. Fait que là, ils ont tout le temps un coup à la tête ou de quoi de même. Fait que là, tu te dis, ok, tout le reste du film, ça se passe dans sa tête. Elle est morte pour de vrai. J'exagère, là, mais... Non, mais pourquoi t'as dit le punch du sixième sens, là? Genre. C'est un film de 99. Si tu l'as pas vu encore, Ah non, mais c'était une blague, là. Ouais, ça, après combien de temps, c'est plus des spoilers? Luc, c'est son père. Ah non, comment ça c'est pas fin. Puis, personnellement, mon préf, c'est Freddy. Parce que c'est le film qui m'a fait arrêter d'avoir peur dans les films. C'est ça. Ouais, j'étais peureux, j'étais le gars le plus peureux, j'ai jamais osé regarder. Sauf que finalement, je pense que c'est dans lequel? C'était dans le 4. Je pense qu'il y a ils font comme une référence au magicien d'Oz. Là. C'est dans le 4, ouais. Dans le 4, hein. Là, je vois ça. Puis là, ça... Non, la référence au magicien d'Oz, c'est dans Freddy's Dead de Final Nightmare. Ok. Excuse-moi. C'est le 6, ça? Ouais, c'est le 6. Ouais, ok. Bon, mais je vois le 6e. Puis là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Je suis tout seul, j'ai peur. Mais là, Freddy vient de me faire rire. Qu'est-ce qui se passe quand Il t'avait pas fait rire dans le 3? Je l'avais peut-être pas vu encore. Le 3 est le plus drôle de la série. Et le 3 puis le La 4. pizza avec les têtes du monde. Ça, c'est dans le 4. Ah, c'est dans le 4, ça? Ouais. Le 4 est puissant. On mélange tous les films. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe quand le croque-mitaine te fait rire? T'arrêtes d'avoir peur. T'arrêtes d'avoir peur. C'est dans Harry Potter, ça. Freddy Krueger, c'est pas le croque-mitaine, c'est Michael Myers, là. Quand il rouvre la malle, puis il y a un esprit méchant qui sort, puis il faut qu'il le transforme en quelque chose qui les fait oui, rire. Oui, l'épouvantail. L'épouvantail, c'est ça. T'as bien raison. Fait que le croque-mitaine, l'épouvantail, c'est Tu exact. viens-tu de faire une référence à Harry Potter? Ben oui! On adore ça. C'est sûrement Ben, le c'est parce film que d'horreur pour quelqu'un. là. C'est pas vous autres qui 3, m'intéressent peut-être. aujourd'hui. Je suis désolé de vous dire ça. Potterhead, Je suis Potterhead. vraiment, depuis tantôt, je suis complètement viré vers mes deux invités. Fait Mais que les c'est- détraqueurs dans le 3e, ils font peur pour vrai. Oui. C'était. Quel nom du réalisateur du 3e? Il avait pas fait des films d'horreur Alfonso Le avant? troisième, Cuarón. c'était Alfonso Cuarón. Ouais, c'est quoi, hein? Moi, j'ajouterais quand même en film d'horreur, c'est Shining. T'as tous Oui. les éléments Oui. qu'il faut. Tu vois, t'as la folie qui empiète de plus en plus dans la vie du personnage. T'as l'isolement de l'hôtel. T'as vraiment le labyrinthe, etc. Il y a Ah, vraiment beaucoup d'ingrédients gagnants là-dedans. Quel film. C'est Quel C'est magnifique. un grand, très différent du roman, mais tellement un bon film. Et c'est encore un des rares films qui a une scène que je me demande encore comment il a fait pour le filmer. Laquelle? La scène où tu as un shot en plongée sur le labyrinthe, puis la caméra descend, puis tu tombes sur le vrai labyrinthe, mais c'est la maquette au départ. C'est hallucinant. Ah, c'est une histoire de fondu en chaîne. Ouais, c'est plus que ça. C'est aussi simple que ça. Non, c'est plus que Ah, ça. il y a beaucoup d'affaires pour J'ai réussir à regardé faire. frame by frame cette scène-là super souvent, c'est plus que ça. Moi, mon film d'horreur qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est La Postière. Quand Je pensais que t'allais dangereux. quand j'ai vu Michel Richard, moi, habillé en cerf ou en chevreuil, ça m'a fait capoter. Ça a impressionné une génération, je te dirais. J'ai arrêté d'écouter des films, ça me faisait trop peur. C'est pas un film de Gilles Carle en plus. Oui. Exactement. Eh bien, Alban Fanny et Stéphanie Morin, je vous remercie beaucoup. Merci. Ça a à été vous. Merci à très toi. plaisant. Merci également à Louis Dion-Dussault. On invite encore une fois nos auditeurs à se procurer les billets. Comme on a dit, le lien est sur la page Facebook. Le 20 novembre, réservez votre soirée. Ça va être une très agréable soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. C'est vraiment plaisant. Je vous remercie infiniment. Merci les gars d'avoir été présents. Ça fait plaisir.
J'allais dire d'avoir participé, mais bon, on va dire juste présent. On a fait acte de présence. Exactement. Donc, on va continuer l'émission dans quelques instants, le temps que je me retrouve dans mes papiers. Puis, comme j'ai dit tantôt, il n'y aura pas de coup de cœur. Hein? Non, on n'a pas de coup de cœur, on a quelque chose de spécial. On a quelque chose de plus spécial tout à l'heure. Comme on a dit tout à l'heure, on fait pas vraiment nos coups de cœur cette semaine, vu que c'est l'Halloween qui s'en vient à grands pas. On s'est dit, tiens, on va vous faire un petit top 5 des films qu'on suggère pour cette fête, des films à regarder, que vous risquez de trouver très intéressants, parce que c'est des films que nous, on a aimés. Donc, voici pour commencer. On fera pas la... J'aurais aimé ça que ça soit toi qui commence, étant donné que t'es quand même le plus calé vraiment en cinéma. Je peux commencer, si tu veux, pour ça. Ça me dérange pas. On va se faire éliminer nos films tout de suite. Oh, Non, oui. ça me surprendrait. Ok, vas-y, mon Je vais commencer par mon dernier. Je vais y aller, parce que je les ai mis vraiment en ordre, moi. Ok. Celui que je conseille, qui est au plus bas de la page, Something Evil de 1972, réalisé par Steven Spielberg. Oh! Les Forces du Mal en français. Qui est un téléfilm qui a réalisé tout de suite après avoir réalisé Duel. Entre Duel et Sugarland Express, c'est le film qu'il a fait. Et c'est un proto-Poltergeist. Poltergeist, c'est un remake de Something Evil. Ben, c'est pas un remake, c'est une variante sur le même thème, le même thème que Poltergeist. C'est la première fois que moi j'ai vu un film où tu as des restrictions de la télévision, puis tu es capable de faire chier quelqu'un dans ses culottes. Ok. Au niveau horreur. On voit rien dans ce film-là, mais la tension que Steven Spielberg réussit à mettre, c'est phénoménal. Es-tu bien fait de faire ça, cette liste-là? J'ai Mais comme l'impression ça- que je vais avoir plein de suggestions pour moi. Et c'est un bijou que pas grand monde a vu. Ça va être à chercher. C'est moi qui continue? Ben oui, tu fais tes, Ok, je fais toutes mes listes. fais tes 4, Le tes 7e, 5. The Dark Half de 1993 de George Romero, qui est une adaptation d'un roman de Stephen King, La part des ténèbres, avec Timothy Hutton qui joue un rôle double, qui joue 2 rôles dans le film. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de Stephen King au niveau fidélité. Parce que c'est très dur d'avoir une bonne adaptation fidèle de Stephen King. C'est soit très libre à la Shining, Ouais. ou c'est très mauvais. Ouais. Ça, c'est... Non, mais sérieusement, c'est un des bons films de Stephen King quand on regarde le roman et le film. La part des ténèbres, puis c'est quasiment autobiographique à une certaine part, parce que George Stark, c'est comme... c'est l'inspiration de Richard... Batman? C'est le gars, oui, son alter ego quand il écrivait des affaires de plus de science-fiction. C'est un peu... C'est ça qui a inspiré... c'est ça qui a fait tuer ce personnage-là. Le roman La part des ténèbres, c'est qu'est-ce qui a fait tuer cet alter ego-là après. Ensuite de ça, j'ai un film que tout le monde connaît, par exemple. A Nightmare on Elm Street. Ça le savais que j'ai en ai un de perdu. Ah, moi j'en De ai aucun encore. 1984. Ensuite, La ça c'était le film de Wes Craven que tout le monde connaît. Là, c'est Les Griffes de la Nuit, Nightmare on Elm Street. Ensuite de ça, Hurlement de 1981. Oui. Hurlement, The Howling, réalisé par Joe Dante, qui est un des meilleurs films de loup-garou jamais été fait. Ensuite de ça, j'ai un doublé. Parce que c'est 2 films que j'ai mis ensemble parce que tu peux pas les dissocier un de l'autre. Triche encore. Non, je triche pas, tu vas Hey, comprendre. puis il en met 8 en plus. Là. Triche tout le temps. Let the Right One In et Let Me In. Ouais. Tu comprends pourquoi je les ai mis ensemble? Un ne va pas sans l'autre. Ah, c'est ça, c'est si t'as vu un, t'écoutes pas l'autre, tu sais, puis il y en a un qui est le remake de l'autre, mais... Puis c'est peut-être la meilleure histoire de vampire moderne que j'ai vue dans ma vie. Au niveau du vampirisme qui se passe à une époque contemporaine. Ensuite de ça, j'ai un autre film de vampire
T'es rendu à 6. Ah oui, moi j'en ai. Ah, mais on va laisser les autres. Ok. On va revenir à tes mentions spéciales Ok. par après. Ok. On va y aller avec Marc-André. Moi, je les ai pas mis en ordre, puis comme tu m'avais demandé 8 pour en faire 5, j'ai pas lesquels que je vais prendre, mais je vais y aller un peu à gauche, à droite, autant C'est bon. dans plusieurs styles, autant dans le court-métrage, moyen-métrage, long-métrage. Puis j'ai des films de 4 des 5 continents. Il y a juste l'Afrique qui n'est pas, OK, c'est bon. Représenté. représenté. J'ai décidé d'aller dans des films qui m'ont marqué quand je les ai vus. C'est pas nécessairement des grands films, mais des films qui m'ont marqué, que j'ai peut-être vu juste une fois, mais que ça a été un choc pour moi. OK, parfait. Je vais commencer par l'Asie. Un film de Takashi Miike en 99 qui est L'Audition, qui est un film un peu hitchcockien. Quand ça commence jusqu'au scène gore à la fin. Juste pour faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un producteur de film qui a perdu sa femme, qui élève tout seul sa fille et qui passe une audition pour un film bidon, plein de femmes, pour se trouver une nouvelle blonde. Et il choisit la mauvaise. OK. C'est un peu. Qu'est-ce que Simon. Comment c'est quoi son nom donc? En audition avec Simon. Ah, c'est ça. Mais niveau horreur. Très horreur. Un petit moyen-métrage australien qui est L'Appel de Cthulhu, sorti en 2005, un film en noir et blanc avec muet, avec les intertitres pour les dialogues, les intertitres dans la version DVD que j'ai chez nous. Quand tu choisis la langue, tu as la langue que tu as choisi d'intertitre. Film vraiment inspiré des films des années 20-30 d'horreur. Quand tu vois Cthulhu, c'est en image par image, fait avec des maquettes. C'est un film de Andrew Lehman, un petit film australien de 45 minutes. C'est l'adaptation des 3 petites histoires de l'Appel de Cthulhu. Je vais y aller dans une comédie avec un petit côté horreur, un film que j'ai adoré. Ghostbusters? Non, là, je vais en France cette fois-ci, en 1994. Ok. La Cité de la peur de Alain Berberian, j'ai mal marqué le nom. Berberian, faite par Les Nuls. Les Nuls, c'est une comédie, mais reste quand même que c'est l'histoire d'un film, un slasher qui est en vente durant le festival de Cannes, ça passe pas très bien, jusqu'à temps que les projectionnistes du film se font tuer de la même façon que le meurtrier fait ses meurtres dans le film Red is Dead. Donc, un film avec Alain Chabat et toute cette gang-là qui ont donné Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Un petit film québécois du début des années 2000, un petit court-métrage qui s'appelle Le Bagman, profession meurtrier, fait par Jonathan Prévost, François Simard et Anouk Wissel. T'as vraiment mis Bagman là-dedans? Oh que oui, c'est un film que j'ai adoré et que je réécoute vraiment souvent parce que je trouve ça délirant. Une comédie. C'est une comédie, mais c'est... Comédie d'horreur. Ah, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie d'horreur. En fait pas, t'as pas vu ma liste encore. Moi, j'ai pris des films d'horreur sérieux. Ah ouais, t'as le droit. Hein, Audition, c'était très sérieux. Non, du kid. C'est jamais sérieux, ce réalisateur-là. Arrête, là. On continue. Donc, c'est la même gang qui nous ont donné Turbo Kid, entre autres. Ah, ok, oui. Ouais, J'avais bien aimé Turbo Kid. Juste pour te dire, c'est un classique des douteux. Ok. Bagman. Oui, puis c'est un film qui ont tourné un été, Le Ouais. sang coule à flot. Et, À flot, tu dis? oh, Ça oui. gicle dans ce film-là. Et le 5e film que je vais y aller vraiment un peu plus sérieux. Ça va être mon film américain, Amityville, la maison du diable de 79, de Stuart Rosenberg, que j'adore et qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours adoré ce genre d'histoire-là. C'est les films qui me font le plus chier dans mes culottes, comme on pourrait dire, ces films d'horreur-là. Maison hantée, les cas de possession. Je voulais pas aller avec l'exorciste ou des trucs comme ça. Ça a été un de mes films marquants. Le 3 en 3D, t'as bon. C'est pas celui-là avec Meg Ryan? Et Polly de Rocky. Aussi.
Ben là, moi, je suis comme un petit peu... T'en as plus? J'en ai 2. On t'es tout enlevé? Non, j'ai 2 listes. Ah. Ok. T'aurais Puis là, dû... je sais pas T'aurais quelle... pu t'en chier. Je sais pas, 50. je sais pas quelle liste que je vais prendre parce que j'ai. En tout cas, je pense que je vais faire les deux, tiens. Je vais faire la liste sérieuse pour pas que Simon il fasse comme tout le long. Puis après ça, je ferai ma liste où ce que Simon va faire comme mais là, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu dis ça? On va commencer par la liste sérieuse. Oui, puis après ça, ça va être la liste l'autre quand on va faire nos autres mentions. Ceux qui sonnent. C'est pas moi, c'est mon Thierry qui a parti tout seul. Donc, moi non plus, j'ai pas vraiment de ordre 5, 6, 4, 3, 2, 1. Je vais y aller plutôt avec mon feeling présentement. Un film à voir durant les temps de l'Halloween. Bien sûr, tu en as parlé, même s'il n'était pas dans ta liste. Personnellement, un des films qui m'a fait le plus shaker, mettre la chair de poule, The Exorcist de 1973. C'est un film qui est un incontournable dans le temps de l'Halloween, qui est très, très épeurant. Un autre film que j'ai dans ma liste, naturellement, Rosemary's Baby, Oui, qui est de 1968, qui est un film extraordinaire également. The Omen, je vais dans les classiques, hein, quand même. The Omen de 1976. C'est mon top 1. Qui était ton top 1 que t'as pas dit, t'avais juste à le dire. Qui est le meilleur film horreur christianiste jamais été fait. Et ça a été à 2 doigts d'être dans ma liste, mais je me suis dit, Simon va le prendre, c'est son meilleur film, je le savais. Tu savais que c'était un de mes films d'horreur préféré. Oh oui, fait que j'ai dit, je vais aller dans le champ gauche, puis je vais aller ailleurs. Je suis rendu à 4e, un film que tu peux pas passer par-dessus dans le temps de l'Halloween. C'est naturellement Halloween de C'était mon 1978, qui est un film à voir dans le temps de l'Halloween. Et là, j'hésite entre 2. Je vais peut-être me garder pour ma mention spéciale le 2e. Mais un film qui m'a marqué beaucoup dans le temps et qui est encore très... comment je pourrais dire ça, d'actualité, parce qu'il y a eu un remake qui a été fait dernièrement. C'est l'original de Candyman, de 1992. Peut-être le meilleur slasher jamais été fait. Qui est un film vraiment super pour le temps de l'Halloween. Puis j'en donne juste un pour mes suggestions, mentions spéciales. Par contre, je vais y aller maintenant. Avec tes folies. Ma liste un peu plus le fun de l'Halloween. Et ce coup-là, je vais y aller avec... c'est pour toute la famille. Donc, si vous avez des enfants et que vous voulez regarder des films d'horreur d'Halloween, vous pouvez y aller avec Vas-y. Ghostbusters. Quand même, oui. Bien sûr. C'est qui qu'on appelle? Ghostbusters de 1984. The Addams Family de 1991, qui est un excellent film. Beetlejuice de 1988, qui est Une variante sur le même thème que Candyman. qui est encore un autre variante que tu le nommes 3 fois puis qui s'en vient, effectivement. Moins pour la famille totale, mais qui reste quand même un film qui est à voir dans le temps de l'Halloween pour le monde qui veut avoir un peu plus de fun que de peur, mais ça reste un film d'une certaine manière d'horreur. C'est une comédie d'horreur, on appelle ça Zombieland, qui est un bon film. Et mon personnellement préféré que je vais me taper ce dimanche soir parce que c'est mon film d'Halloween que je m'écoute à chaque année et ça s'appelle Shaun of the Dead. Ben, j'allais dire que Zombieland était le Shaun of the Dead américain. Exactement. Fait que, puis il m'en restera, ce coup-là, 3 autres films qu'on va pouvoir aller dans les mentions spéciales. Fait qu'on s'est pas trop pilé ses pieds. Non? À part moi, là, qui a pilé un petit peu sur le préféré, les 2 préférés de Simon. J'ai plusieurs autres mentions spéciales que je peux dire. Là, OK. Dans les mentions spéciales, Simon? Watcher in the Woods. Oui. Les yeux de la forêt. C'est un film de Disney. Mm-hmm. Et c'est un des derniers films que Bette Davis a joué dedans. C'est peut-être le film le plus adulte que Disney ont jamais fait à cette époque-là. Je parlais à l'époque avant 2003, avant que Disney devienne un studio normal. Ouais. C'est dans le Golden Age du Disney, c'est le film le plus adulte qu'ils ont fait. C'est un film, à l'époque, Disney ne faisait pas de film d'horreur. Mm-hmm. Il avait fait un film d'horreur, mais on voit absolument rien dans ce film-là, mais l'ambiance rend le film terrifiant comme ça se peut pas. Un excellent film, oui. Les yeux de la forêt, c'est à voir, puis même, vu que c'est un film pour Disney, vous pouvez l'écouter avec toute la famille, là, pareil. Il n'y a aucune violence. Non, c'est rien de... c'est pas gore. Non, c'est pas gore, c'est juste de l'horreur cérébrale, un petit peu. Mm. Puis, c'est très, très, très cool à écouter. J'ai aussi une autre mention très spéciale.
le Bram Stoker's Dracula, le Dracula de Coppola, Oui. Oui. qui esthétiquement parlant, est peut-être le plus beau film de vampire jamais été réalisé. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est des tableaux. Ouais. C'est pas compliqué. Chaque image est un tableau. C'est magnifique. Marc-André, tu as des mentions spéciales? Moi, il m'en restait 3 à parler. OK. Il y avait l'Opéra de la Terreur en 81 de Sam Raimi, Je l'avais dans ma liste aussi. qui est un classique des classiques. Le premier, les 2 autres, ça vire trop en joke pour moi, mais celui-là... Ah non, Army of Darkness est un chef-d'œuvre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, l'Opéra de la Terreur en 81, c'est mon préféré de tout ce qui a été fait là. Bon, c'est le meilleur des 3. Il y a Un coin tranquille de John Krasinski en 2018 que j'ai adoré, même si c'est beaucoup plus de la science-fiction, mais t'as l'ambiance assez particulière et terrifiante et anxiogène. Et la dernière, c'était L'Aube des morts de Romero en 78. Dawn of the Dead. Puis, juste une autre mention spéciale, vu qu'il a dit Dawn of the Dead. Ouais. Si vous voulez écouter la fausse suite, Zombie 2 de Lucio Fulci, je pense que c'est Lucio Fulci qui l'a réalisé d'ailleurs. C'est un petit chef-d'œuvre de film de zombies aussi, la suite italienne. Dawn of the Dead, qui est comme l'ancêtre de tout ce qui s'est fait par la suite, comme de films de zombies, pratiquement. Tout le monde s'est basé sur ces zombies à lui pour continuer à faire des films. C'est dont Shaun of the Dead, qui est beaucoup basé sur les zombies de Dawn of the Dead. C'est drôle parce que Dawn of the Dead est une suite de Night of the Living Dead, mais c'est vrai que le template de qu'est-ce qu'on des zombies modernes, c'est Dawn of the Dead. C'est ça. Hey, je veux juste faire un petit retour à un truc que j'ai vu cette semaine. Je suis allé voir la 3e partie de Vendredi 13. Ouais. Ils lisent un des personnages lit un Fangoria à l'intérieur. Ouais. Il y a 2 articles qu'il lit. Okay. Un sur Tom Savini, sur ce qu'il a fait sur le film Dawn of the Dead, et l'autre, c'était un article sur Godzilla. On le voit mieux sur le grand écran, là, c'est vraiment ça que l'actrice... C'est pourquoi Godzilla? Ben oui. Stephen Miner était supposé de réaliser Godzilla au début des années 80. Ouais, je sais. Puis c'était le réalisateur de ce film-là. Mm-hmm. Du côté de mes mentions spéciales, personnellement, c'est des 4 films qui me restent à nommer que vous pouvez vous taper pour l'Halloween en seul ou en famille. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu moins faciles à regarder en famille. On parle de Poltergeist, 1982, qui, ça peut s'écouter avec des enfants, mais pas trop jeunes. Je veux dire, environ 7-8 ans, tu commences à être capable de... Ouais, moi, j'étais plus 9-10 ans. Ouais. Mais, effectivement, là, tu peux commencer à faire écouter ça aux enfants. E.T., The Extraterrestrial, qui est un film d'horreur, d'une certaine manière. Science-fiction, horreur. L'horreur. Je veux pas l'horreur dedans. Ben, les méchants qui arrivent dans la maison à la fin, puis que... c'est des bonhommes d'astronautes. Ils sont quasiment en train de tuer E.T. C'est plus triste qu'horreur. Mais c'est surtout Halloween. Ah ouais. C'est surtout Halloween parce que ça se passe à Halloween. Ouais. D'ailleurs, ils croisent Yoda dans les rues de la belle ville dans laquelle ils sont. Puis E.T. le reconnaît. Et il le reconnaît. 2 autres films plus comiques et plus dans mon genre, on peut dire des comédies, pas des comédies musicales d'horreur, avec The Little Shop of Horror de 1986. Okay, la version de Frank Oz. Ben oui, la version avec Steve Martin. Pas celle avec Jack Nicholson. Non, et la version et le film, bien sûr, de Rocky Horror Picture Show, qui est de 1975, qui est aussi une comédie musicale d'horreur. C'est un... Il y a combien de cinéma, il y a combien de théâtre qu'ils présentent à l'Halloween? À Montréal. Pas juste à l'Halloween. Mais cette année, malheureusement, j'ai vu ça à Montréal, ils ne le présentent pas cette année. Pas cette année? C'est arrivé souvent, il y a plusieurs années qu'ils ne le présentent pas à Montréal. Oui, mais cette année, ils l'ont annoncé qu'ils ne le présentaient pas, même s'ils remboursaient tous ceux qui ont payé les billets. Il s'est passé quelque chose parce qu'il était supposé de le présenter. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai pas lu l'article. Ah, OK. Bon. Ils n'ont pas eu les droits de la prime, ça arrive des fois, des trucs du genre. Là. Ben, tout le monde. Les droits d'exploitation. Ouais, mais ouais, il faut ça. que tu payes. Faut que tu payes quand tu présentes. C'est Disney à ce temps qui ont les droits. Hein? Fais attention, c'est Disney. Fait qu'ils vont réussir à scraper ça aux yeux. C'est Disney qui a les droits de Rocky Horror à ce temps. Alors que c'est un classique quand tu es en France, à Paris, d'aller le voir, à New York, à bien des endroits où ce que le monde sont déguisés. C'est un événement. Si vous avez la chance, sérieusement, de voir un événement de Rocky Horror Picture Show. Puis surtout quand tu as la capacité d'avoir le sac avec toutes les
les petits gadgets pour Les pour interagir, confettis, puis tout le ça. jeu Ouais. de cartes, tout, là. Moi, je l'ai vécu. Mhm. Aller voir Rocky Horror Picture Ouais. Show en événement, c'est fou, là. Ah non, Le monde interrompt le film, ils sont assis à l'arrière de la salle, ça court à l'avant, ça monte, ça se met en avant de l'écran, ça se met à chanter en même temps. C'est juste bizarre. Sinon, si vous avez le DVD chez vous, si vous réussissez à l'acheter en Blu-ray, parce que je ne l'ai pas trouvé encore, moi je l'ai en DVD. Il y a la version karaoké Oui. sur mon DVD. Donc, pour l'Halloween, ben, vous pouvez le faire entre amis avec une coupe de petites jus d'orange. Vous pouvez faire ça en karaoké. C'est vraiment très, très drôle à faire. Donc, on vous souhaite un très joyeux Halloween. C'est juste cette suggestion-là. Puis, Pardon. je veux juste dire quelque chose pour Rocky Horror Picture Show en DVD. Il existe un coffret à moins de 10$ avec Shock Treatment. Ouais, t'en avais parlé il y a quelques semaines. Ouais, mais moi, je l'ai acheté. On peut avoir Shock Treatment et qui est la suite de Rocky Horror Picture Show et Rocky Horror Picture Show pour moins de 10$ dans un coffret. J'imagine qu'on va mettre nos listes sur Internet, sur Facebook pour... Eh bien, écrire. oui, pourquoi pas. On va faire ça. C'est ce qui met fin donc à notre émission. Merci beaucoup. Au revoir. Non, c'est pas vrai. Je tiens à remercier tout d'abord nos invités de la semaine, Alban Fanny et Stéphanie Morin, réalisatrices et actrices du film La Muse, qui sera diffusé en première au Clap de Sainte-Foy le 20 novembre. 20 novembre à 19h, les portes qui rouvriront à 18h30. Donc, allez voir ce court-métrage en grand nombre. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie grandement. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Et on vous dit bon cinéma. Wow!